Mesdames et messieurs, conseillers, conseillères, maire, mairesse, prenez place s'il vous plaît. Veuillez accueillir la présidente, Mme Cathy Wong. Bon matin à tous et à toutes. Je vous invite à un moment de recueillement. Je vous invite à prendre place. Avant de débuter les travaux et la période de questions du public, j'aimerais prendre un petit moment pour souligner la retraite d'une personne importante qui a été quand même à la ville pendant 32 ans et qui vit aujourd'hui son dernier conseil municipal. C'est Nathalie Pelletier qui est présente à la table juste à l'arrière et puis j'aimerais qu'on puisse justement l'applaudir. Alors, au nom de tous les élus, j'aimerais vous souhaiter une excellente retraite. Profitez-en, mais merci surtout pour toutes vos contributions ces 32 dernières années à la Ville de Montréal. Et également, bien en passant, c'est la fête de Maître Saint-Don aujourd'hui. Alors, joyeux anniversaire! Alors, juste pour votre fête, Monsieur Saint-Don, nous tiendrons des débats très sereins aujourd'hui en guise de cadeau pour votre anniversaire. Bonne fête! Alors, sur ça, on va démarrer la période de questions du public. Et donc, j'aimerais inviter Mme Louise Constantin à rentrer dans la salle du Conseil. Bonjour, Mme Constantin. Oui, bonjour. Madame la mairesse, Madame la présidente, Mesdames, Messieurs les élus, je suis... de la Fédération des coopératives d'habitation du Montréal métropolitain, la FECHIM, et je suis ici pour exprimer à quel point nous nous réjouissons que la Ville considère d'honorer Mme Lucia Kowaluk. Ma question, en fait, il y en a deux, c'est sur le plan, je dirais, technique. Je tiens pour acquis que la motion va être adoptée, et dans ce sens-là, quelle est la période de temps qu'on doit attendre avant que la mise en application prenne forme et comment se décide le choix du lieu auquel on pourrait attribuer le nom de Mme Kowaluk. Est-ce qu'il me reste un petit peu de temps? Oui, allez-y. Il vous reste une trentaine de secondes. Bon, alors la Fédération elle-même a souligné l'apport exceptionnel de Mme Kowaluk à son assemblée annuelle de 2018. En lui rendant hommage. Chaque année, on désigne une personne à qui on rend hommage et ça correspondait également au 50e anniversaire du Comité des citoyennes et citoyens de Milton Park. Alors, on voulait perpétuer la mémoire et cette année, à notre assemblée annuelle, les membres ont décidé de perpétuer sa mémoire en créant un prix à son nom. Un prix qui serait attribué, je termine, pas à un individu, pas à une personne, mais à une coopérative qui elle-même se qualifierait pour son engagement dans la communauté. Merci beaucoup. Merci, Mme Constantin. Mme Thuillier, à vous la parole. Oui, bonjour. Excusez-moi, je vous tourne le dos, mais je suis là. Alors, effectivement, vous savez, Mme Kowaluk a été honorée déjà plusieurs fois à la Ville de Montréal. Elle a déjà reçu le prix Thérèse Davio. Au conseil municipal, si je ne me trompe pas, en février dernier, la mairesse avait même fait un point de... Comment dire? Nous avons pris un temps de recueillement, un moment de silence en sa mémoire. Et nous avons, il y a déjà quelques mois, inclut le nom de Mme Lucia Kowaluk à la banque de toponymie de la Ville de Montréal. Alors, elle est même sur le site Internet déjà de la Ville de Montréal pour que son nom soit retenu, pour que nous puissions l'honorer en nommant un lieu ou un endroit dans la Ville de Montréal. Alors, le délai, c'était votre question, c'est 1 an.
Alors, la Commission de toponymie du Québec nous demande de respecter un délai d'1 an avant de nommer un lieu, une place, un monument en l'honneur d'une personne. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, il reste encore quelques mois. Ceci dit, rien ne nous empêche de continuer à honorer la mémoire de Mme Kovaluc, ce que nous allons faire aujourd'hui grâce à la motion qui est présentée, et de commencer à réfléchir à des endroits potentiels. Merci beaucoup et merci pour votre travail pour honorer cette personne. Merci Mme Tuillier. Avez-vous une deuxième question, Mme Cons? Non. Est-ce que j'ai le droit de répondre aussi? Est-ce que vous avez... Ben oui, vous avez 1 minute que vous pouvez répondre ou poser une question. Oui, en fait, l'initiative toponymelle est évidemment excellente, non seulement parce que ça permet de reconnaître davantage l'apport des femmes, mais aussi l'apport de certains secteurs de la société où les femmes sont souvent plus impliquées. Alors, honorer Mme Kovaluc, nous, on considère c'est aussi une forme de reconnaissance du mouvement communautaire, du mouvement coopératif et aussi d'une vision plus collective de la société. Alors, on ne peut que se réjouir. On vous remercie énormément. Merci à vous, Mme Constantin. Bonne journée. Merci. Oh, Mme Tuillier, est-ce que vous voulez répondre ou non? C'est parfait. Merci. J'invite maintenant M. Marc Poulain à rentrer dans la salle du Conseil. Bonjour, M. Poulain. Bonjour. Madame Plante, hier, vous avez affirmé avoir pleinement confiance en M. Tomlinson pour mener à bien un processus de consultation publique objectif et constructif sur la réforme du stationnement à Outremont. En tant qu'instigateur de la dite pétition, j'ai des doutes que je veux partager avec vous. Passons sous silence insultes et colibets tels que Peanut Gallery pour se concentrer sur les écrits de M. Tomlinson sur Facebook. Pas plus tard que la semaine dernière, M. Tomlinson écrivait « In regards to proper consultation, we have been doing that for months. One single event will not change much. » Ou encore « A slow and proper public consultation, sorry, I'm not there anymore. » Même sa réponse d'hier témoigne d'un mépris certain pour le processus, car il nous signale avoir tout planifié, les salles, les dates, etc. Et ce, sans avoir, au préalable, consulté les instigateurs de la pétition. Paraphrasons Frank Sinatra, « I'll do it my way ». Après avoir pris connaissance des faits, avez-vous toujours confiance que l'équipe Projet Montréal de M. Tomlinson peut mener à bien une consultation publique objective et constructive, ou ne devrait-on pas plutôt la confier à l'OCPM? Merci, monsieur, pour votre question. Monsieur Tomlinson, à vous la parole. Merci, M. Poulain, de vous présenter encore ce matin. Écoutez, en réponse à vos questions, c'est sûr qu'on considère que, localement, à Outremont, il n'y a pas une seule façon de consulter les gens. Lorsqu'on a l'opportunité que nous avons à Outremont, avec notre 3,9 km², de connaître la très grande majorité de nos gens par leur nom propre, on connaît leur famille, tout le monde se connaît. Tout le monde finit par se connaître. Ça ne prend pas de temps. Et on consulte tout le monde sur une base régulière. Je vous rappelle qu'on a fait l'annonce de ce projet 2 jours avant la kermesse annuelle, qui est la grande fête familiale d'Outremont. Et sur 2 jours, on a passé, moi et les conseillères, 10-12 heures par jour, le samedi, le dimanche, à jaser avec les gens, à les écouter, souvent dans un format Scrum, où c'est que tout le monde avait toutes sortes de questions qu'ils voulaient avoir, des détails sur le projet, et on a répondu à toutes leurs questions. Depuis, nous répondons régulièrement à toutes les questions qui nous sont posées sur le dossier, que ce soit par courriel, que ce soit par téléphone, que ce soit en personne, dans la rue, dans les activités, que ce soit sur les réseaux sociaux aussi. Donc, on croit que oui, au-delà du fait qu'il n'y a pas eu cette consultation que nous attendons toujours, hein, parce que ce qu'on veut, c'est de pouvoir répondre à toutes les questions possibles des gens, à tous ceux qui ont encore des questions. En conclusion. Oui, je dis à eux, donnez-nous nos questions à l'avance, et on attend le dépôt de cette consultation pour poursuivre et peut-être bonifier le projet. Merci, M. Tomlinson. M. Poulain, avez-vous une deuxième question? Oui, tout à fait. Madame Plante, M. Tomlinson, de toute évidence, vous venez justement de faire la preuve que vous ne voulez pas d'une vraie consultation publique
formelle avec tout ce que ça entraîne. Alors, comment vous sentez-vous capable de mener une consultation publique selon les aboutissants d'un tel projet? Alors, je réaffirme ma question à Mme Plante. Après ces propos qui confirment ce qu'on vient de dire, est-ce que vous êtes encore prête à affirmer que M. Tomlinson et l'équipe de Projet Montréal est bien équipée et avec la bonne intention de mener une réelle consultation publique, objective et constructive, comme le réclament plus de 2000 signatures de la pétition en vertu du droit d'initiative publique? Merci beaucoup, M. Poulin, pour votre question. M. Tomlinson? Plusieurs réponses pour vous, M. Poulin. Évidemment, comme je vous ai dit, on a fait beaucoup de discussions. On peut appeler ça des discussions, on peut appeler ça des consultations. En effet, nous sommes tout à fait ouverts, on l'a dit depuis le début, à répondre favorablement à l'initiative citoyenne, à répondre à toutes les questions des gens. Je vous dirais même qu'on serait prêt à bonifier le contenu de l'initiative citoyenne, c'est-à-dire qu'une initiative citoyenne, elle a des contraintes. Par exemple, les tarifs ne seraient pas inclus dans la discussion, dans le projet de droit d'initiative. Mais parlons-en. On est prêt à ouvrir cette discussion-là aussi pour pouvoir répondre au plus de questions possibles de la majorité des gens qui veulent avoir des réponses. Donc, on attend ça. On espère que vous allez le déposer bientôt parce que nous, de notre côté, on est prêts donc, pour avancer tous ensemble dans ce dossier-là. Merci. Merci. Merci, M. Poulin. Bonne journée. J'invite M. Stuart Campbell à rentrer dans la salle du conseil. Bon matin, M. Campbell. Bonjour, mon nom est Campbell Stewart. Plutôt. Bonjour, M. Stewart. Excusez-moi. Je réponds à n'importe quoi. I'm here today not to represent a group, but I'm here in my personal capacity as a citizen of Montreal to ask a question, maybe give a testimonial for Lucia Kowalik. I'm not telling you anything new. She was an amazing person. She was a community activist for many years. And most importantly, I only knew Lucia Kowalik for a brief period of time, but I knew of Lucia Kowalik for a very long time. She was a model citizen, a social entrepreneur, the friend to the poor and the homeless. I understand that there is a motion on the floor today to appoint Madame Kowalik posthumously a membre de l'Ordre du Grand Montréalais. First off, I know of no impediment under the law for it to be granted posthumously. So my question is to the Mayor of Montreal, will you support the motion to grant such an honor to Madame Kowalik? Thank you, Mr. Stewart, for your question. Ms. Norris. As acting mayor of the Plateau Mont-Royal, I can assure you that it is our intention to find a way to honor Lucia Kowalik, the enormous contribution she's made to Montreal society, and thank you for coming here. To underline that point, I think we're likely to find unanimity at City Council in favor of such an initiative, and any initiative that would add to the many honors that have already been bestowed upon Madame Kowalik, because her contribution to Montreal society, to the cooperative housing movement, to the homeless, to the destitute, to those in need of better social services has been enormous. And it's testimony to what one single individual can do through social activism, aligning themselves with others to affect social change. So certainly we're favorable to both in the area of toponymy and also in the area of honors, ensuring that Lucia Kowalik is given her just due. Thank you, Mr. Norris. Would you have another question? Yes, I do. And just to, before I do, if I might say, if you're looking for another legal opinion on the posthumous nature of it, I'd be more than happy to help. My follow-up question actually has to do with the Grand Parc de l'Ouest. I realize it's slightly off topic, but I can't let it pass. And the question is, Madame la Mairesse, Monsieur le Maire, Acting Mayor, can we count on you, I guess in French it's ne lâchez pas,
I know there's going to be all sorts of people saying, you can't do this. You can, and thank you for doing it. Thank you, Mrs. Stewart. Have a good day. Alors, j'invite Mme Isabelle Sawyer à rentrer dans la salle du conseil. Bonjour, Mme Sawyer. Bonjour, je suis ici pour représenter le comité des citoyens et citoyennes de Milton Park, pour lequel j'ai été organisatrice communautaire pour les 6 derniers mois, et pour remettre un document qui a déjà été envoyé à la présidente du conseil par le biais de Mme Bonneau, que le greffe pourrait aussi numériser pour les élus avant le passage de la motion au sujet de Mme Kowaluk. J'aimerais juste poser une question, mais avant vous lire 2 témoignages qui sont inclus dans ce document. Premièrement, de Mme Léonie Couture, présidente fondatrice de la Rue des Femmes. J'aurais bien aimé être parmi vous à l'Hôtel de Ville, mais malheureusement, je ne pourrai être présente pour appuyer la motion de reconnaissance pour tous les avancements qu'a soutenu Lucia pour le mieux vivre de notre ville. Merci de porter ma voix, que j'apporte de tout mon cœur. Meilleures salutations à vous tous et toutes. Et aussi de Mme Norma Rantisi, Professor of Geography, Planning and Environment at Concordia University. I am writing this letter to add my voice to the many who are requesting that the city honor Lucia Kowaluk for all the substantive contributions that she has made to making Montreal a more just and equitable space, especially for the most in need. Mrs. Kowaluk has been a community activist in Montreal for more than 50 years, working to provide citizens with food and shelter. Among her many outstanding achievements, Mrs. Kowaluk created social housing, took concrete steps to make Montreal a greener city, and assisted the homeless and other vulnerable groups. She has also worked closely with other prominent Montreal activists and philanthropists, such as Phyllis Lambert, to promote the preservation of Montreal's architectural heritage. She was key to establishing the Milton Park community of housing cooperatives and the organization and institutional structure that could ensure its long-term viability. Madame Sawyer. And most importantly, by example, she showed that citizens could make a difference, democratizing the governance structure in our city to serve the needs of all, especially those most affected by working collectively. Mrs. Kowaluk is most deserving of recognition for all her work for the greater good, and I hope the city will confer the highest honors for her outstanding public service. Ma question est, est-ce que la communauté à laquelle a contribué Mme Kowaluk et qui l'aimait de tout son cœur pourrait être impliquée dans le choix du lieu auquel son nom va être attribué? Merci pour votre question. Mme Thuillier, à vous la parole. Oui, bonjour Mme Sawyer. Alors, désolée, je vous tourne le dos, mais je suis juste devant vous. Alors, comme je le répondais tout à l'heure, la Ville de Montréal, l'administration a déjà été proactive dans le sens où le nom de Mme Kowaluk est déjà dans la banque de toponymie de la Ville de Montréal. Donc, la première étape est déjà passée, ce qui est très bien. Et c'est justement grâce à l'initiative Toponymel. Et c'est évidemment aussi grâce au travail incroyable de Mme Kowaluk, dont vous avez fait état de quelques témoignages, et il y en aura d'autres aussi aujourd'hui. Donc, la suite du processus, c'est que la Commission de toponymie du Québec nous demande d'attendre 1 an après le décès de la personne pour nommer un lieu en l'honneur de la dite personne. Alors, c'est ce que nous allons faire. Comme je disais tout à l'heure, rien n'empêche de commencer un peu des discussions à voir comment, où on nomme. C'est sûr qu'on ne fait pas beaucoup de nouvelles rues à Montréal chaque année, mais il y a d'autres lieux, d'autres façons d'utiliser la toponymie. C'est des choses qu'on va réfléchir. Tout à l'heure, Alex Norris, qui est maire par intérim, vous disait finalement l'engagement qu'il prenait à en discuter aussi. Et quand on fait ces démarches-là, évidemment, on parle avec la famille, toujours. Donc, la famille est toujours impliquée. Et dans le cas de Mme Kowaluk, je suis confiante aussi que la communauté sera impliquée parce qu'on connaît très bien la communauté de Milton Park et c'est une grande famille. Alors oui, évidemment, les gens seront impliqués dans toute la démarche. Merci Mme la Présidente. Merci, Mme Sawyer. Merci. Mme Sawyer, avez-vous une deuxième question? Pour spécifier que peut-être que la communauté, je pense, a déjà peut-être un lieu en tête qui servirait. Fait que tant mieux si la ville, l'administration, l'opposition
merci de présenter la motion à l'opposition, est intéressée à nous entendre à ce sujet. Merci pour vos questions. Bonne journée. J'invite maintenant M. Pierre-Alain Côte-Noir à rentrer dans la salle du Conseil. Bonjour, M. Côte-Noir. Bonjour, Madame la Présidente. Écoutez, comme membre du milieu coopératif en habitation depuis trop longtemps et impliqué en économie sociale depuis encore plus longtemps, je viens ici joindre ma voix à tous ceux qui ont déjà parlé de Mme Kovaluk, mais sous un angle différent. Le taux de vacances à Montréal pour les logements est tombé à un taux qui est lilliputien de moins de 1,3 %. Le Airbnb fait des ravages un peu partout. Les coopératives ne sont pas encore reconnues comme des entités mises hors de la spéculation et sont toujours imposées comme si on voulait faire de l'argent comme bon nombre de promoteurs, alors que c'est un milieu différent. Il y a des travaux de rénovation dans bon nombre de coop qui doivent se faire. Alors qu'on célèbre aujourd'hui par l'adoption, j'espère, de cette motion, j'espère à l'unanimité du Conseil à l'égard de Mme Lucia Kovaluk, ma question s'adresserait à la mairesse, donc au maire suppléant, concernant, au-delà des bons mots que votre administration entend dire à l'endroit de Mme Kovaluk, quelles mesures, qu'est-ce que vous entendez faire au cours des prochaines années pour concrétiser vraiment réellement son engagement pour développer du logement accessible, communautaire, où les citoyens peuvent prendre en charge leur lieu de vie? Merci pour votre question. Monsieur Baudry, à vous la parole. Je vais vous répondre de côté parce que, contrairement au chef de l'opposition, je ne peux pas sauter par-dessus mon bureau. Mais ce n'est pas un manque de respect. Écoutez, il y a plusieurs façons que la Ville fait déjà des actions qu'on pose. Il y a déjà notre stratégie de 12 000 logements. Donc, un engagement fort de notre administration, c'est de l'inédit à construire, créer, rénover, offrir du logement abordable et du logement social pour les Montréalais et Montréalaises. Mais il y a quelque chose de très important aussi qu'on a mis en place, le règlement pour une métropole mixte, pour permettre que tout nouveau développement aujourd'hui, dès maintenant, dès 2020, après les consultations, tout nouveau développement puisse y inclure du logement social ou abordable. C'est fini le temps, justement, où des promoteurs privés arrivent à Montréal avec des projets qui n'ont pas de sens, qui ont des hauteurs épouvantables, dans des quartiers qui ont des besoins qui sont grandissants au niveau de la pauvreté, de l'itinérance, de l'exclusion sociale. Donc, notre administration a vraiment pas juste dit des paroles, mais a aussi mis en place des mesures concrètes. Et justement, on va vous inviter, M. Côte-Noir, lors des consultations, à venir exprimer le fait que la Ville de Montréal doit en faire encore plus au niveau du logement social, logement abordable. C'est vraiment un engagement que la mairesse a pris personnellement, que nous avons pris en tant qu'administration et que nous allons réaliser. Merci, M. Baudry. Avez-vous une deuxième question, M. Côte-Noir? Il m'a volé un peu ma question, mais je peux la transformer. Comme représentant du milieu coopératif à l'habitation au sein de la Fédération des coop d'habitation intermunicipale du Montréal métropolitain, c'est long ce nom-là, qui regroupe plus de 500 coopératives, on espère que l'administration, la présente administration, non seulement va nous inviter à des consultations, mais reconnaître la Fédération comme un acteur, un partenaire dans la mise en place des stratégies de développement. Depuis que vous avez reçu du gouvernement du Québec une plus grande latitude pour mettre en place des programmes de développement, je pense qu'il est important que les coops qui se sont donnés une coop, qui est la Fédération, puissent être entendus parce qu'elles connaissent très bien les besoins. Une coopérative, c'est quelque chose de complexe, et je finis là-dessus. Ce n'est pas seulement un immeuble, c'est une vie sociale et une vie démocratique, et on ne naît pas coopérateur, ça s'apprend. La formation, etc., peut être très bien fait par les acteurs du milieu coopératif, mieux souvent que par d'autres partenaires que je respecte, mais donc ce n'est pas la mission. Mais merci. Monsieur Baudry, à vous la parole. Je suis très sensible, j'ai rencontré des gens de la FECHIM, on a parlé de plusieurs enjeux, justement les enjeux de formation des membres de coopératives. Effectivement, pour la pérennité des coopératives, il est vraiment important
que les futurs membres, les futurs coopérants comprennent dans quoi ils ou elles s'embarquent, comprennent les enjeux. Vous avez un rôle à jouer, vous êtes un partenaire de premier plan. J'ai rencontré des membres de votre fédération et je vais continuer à le faire et on va continuer à travailler ensemble justement pour que ce que les GRT font, ce que les associations de coopératives font aussi, puissent se conjuguer. Hein? On n'est pas en opposition, justement, il y a plusieurs groupes qui travaillent au développement du logement social. Vous avez un rôle fondamental et on tient en tant qu'administration de le valoriser et de le mettre de l'avant. Merci, M. Baudry. Merci, M. Côte-Noire. Bonne journée. J'invite maintenant Mme Céline Forget à rentrer dans la salle du Conseil. Bonjour, Mme Forget. Rebonjour. Rebonjour. Est-ce que Mme Lavigne-Lalonde est ici? Oui, elle est ici, oui. Merci. Ma question s'adresse à elle. En fait. Alors, ce n'est que depuis le mois d'août 2017 que l'Office de consultation publique de Montréal peut être mandaté pour des dossiers d'arrondissement suite au droit d'initiative. Vous en avez été l'instigatrice, alors que Projet Montréal était dans l'opposition. Je ne sais pas si ça vous rappelle des souvenirs. Vos citoyens réclamaient l'OCPM et non une consultation faite par le maire et Alménard. Le nouveau plan de stationnement à Outremont prévoit 400 nouveaux espaces de stationnement sur rue et ne prévoit aucun espace réservé aux résidents. C'est tout, sauf un projet écologique. L'initiateur de ce plan, Philippe Tomlinson, ne peut lui-même tenir une consultation publique sur ce même plan de façon crédible. Madame Lalonde, vous êtes maintenant membre du comité exécutif. Les Outremontais ont les mêmes droits que vos citoyens de Hochelaga-Maisonneuve. Et il est surprenant qu'on leur refuse ce qui va de soi, alors que Projet Montréal a maintenant la majorité. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous aider à être entendus par l'Office de consultation publique de Montréal? Merci pour votre question, Mme Forget. Mme Thuillier. Oui, bonjour, Mme Forget. Alors, je suis devant vous. Je suis la nouvelle responsable des dossiers de démocratie, parce que ma collègue Lavigne-Lalonde a maintenant la transition écologique. Alors, concernant les mandats d'initiative, écoutez, il peut y en avoir effectivement à la ville-centre ou dans les arrondissements, et c'est les arrondissements qui décident quand le mandat d'initiative concerne spécifiquement un arrondissement, comment l'arrondissement souhaite tenir la consultation. Et le maire Tomlinson a eu l'occasion de l'exprimer hier soir et ce matin, qu'il était déjà en train d'organiser la dite consultation publique suite au mandat d'initiative dans Outremont. Merci. Merci, Mme Thuillier. Mme Forget. Oui, en fait, ma deuxième question s'adressait à Mme Thuillier, mais elle a devancé. Alors, Mme Thuillier, responsable de la démocratie au comité exécutif, votre collègue Tomlinson vient de répéter qu'il est prêt à répondre aux questions, qu'il répond aux questions et qu'il va répondre aux questions suite au droit d'initiative. Vous pouvez continuer, oui. Ben, c'est parce que j'aimerais t'écouter. OK. Donc, il répond sans cesse qu'il va répondre aux questions et suite au droit d'initiative, à la rencontre, il va répondre aux questions. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'une consultation publique est pour consulter les citoyens à l'encontre de la compréhension erronée qu'en fait votre collègue Tomlinson? Merci pour votre question, Mme Thuillier. Alors, bon, deux choses. La première chose, on vient de me dire, parce que je ne suis pas tout ce qui se passe dans les arrondissements, mais c'est Réal Ménard lui-même qui avait tenu la consultation publique pour l'Assomption. Donc, effectivement, ça revient au fait que presque toujours les consultations publiques sont tenues en arrondissement. La deuxième chose, c'est sur les grands processus de consultation publique. Vous savez, le plus grand exemple étant le BAP. Il y a toujours deux grands moments qui peuvent se passer de manière différenciée ou ensemble. Et à l'OCPM, c'est la même chose. Et dans les consultations d'arrondissement, c'est la même chose aussi. Il y a d'abord une période d'information, de réponse aux questions, d'éclaircissement, et ensuite une période où les gens peuvent exprimer leurs opinions, où il y a des échanges et tout ça. Et donc, quand le maire Tomlinson parle de répondre aux questions, ça rentre dans ce grand processus-là, dans la première étape qui est en fait, puis moi j'organise énormément aussi de consultations publiques dans mon arrondissement, et il y a toujours une première étape où l'arrondissement présente le plan, présente sa vision, ses orientations, répond aux questions pour éclaircir, pour qu'on ait tous la même base commune de compréhension, et ensuite on passe aux questions et aux échanges, ce qui très probablement aura lieu dans la consultation d'Outremont. Merci. Merci, Mme Thuillier. Merci, Mme
Forget, pour vos questions. Rectifier quelque chose qui est erroné. Non, mais on ne peut pas laisser erroner. Le maire a tenu une consultation, c'est le seul moment que nous avions, Mme Forget, parce qu'il y a eu d'autres citoyens qui doivent prendre la parole également. Non, on ne peut pas laisser des fausses informations au conseil. Si vous souhaitez le prochain conseil municipal, vous êtes invité à revenir poser des questions. Va rectifier les faits. Merci, Mme Forget. Bonne journée. J'invite M. Yenita à rentrer dans la salle du conseil. Bonjour, M. Yenita. Bonjour, madame. Bonjour, tout le monde. Aujourd'hui, je vais continuer ce que j'ai commencé hier. Je ne sais pas si je devrais être étonné qu'on ne connaît pas le rôle du drapeau. Et juste pour vous faire une petite introduction, c'est très important qu'on doit connaître nos obligations envers le drapeau qui représente l'emblème que tout citoyen doit saluer avec dignité, respect et honneur. Ce drapeau qui nous rappelle le travail laborieux de nos ancêtres dans le développement de notre pays, signifiant la liberté d'expression et la responsabilité de protéger notre avenir. Moi, je vous ai apporté hier soir des faits qui sont arrivés le 20 janvier 2017, quand des voyous ils ont brûlé le drapeau d'un pays voisin avec lequel on entretient des relations politiques, économiques, peu importe. Et c'était un manque de respect envers ce pays. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le président qui a été élu qu'on doit brûler le drapeau d'un pays. Alors, à cette époque-là, j'ai demandé, M. Coder, quelle est son opinion à propos de ces gestes barbares. Il n'y a personne qui m'a répondu pendant 2 ans. Suite à ça, j'ai adressé de nouveau la question à vous, Madame Plante. Et là, je n'ai jamais eu de réponse. La même question, je l'ai adressée à tous parmi vous. Bien, merci pour votre question ce matin, M. Inta. M. Limoges. Non, je vous... Monsieur Inta, je tiens à dire qu'on respecte absolument votre opinion. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les affaires qui concernent le conseil municipal et ce dont vous nous informez ne concerne pas le conseil municipal, malheureusement. Merci. Merci, M. Limoges. M. Inita, est-ce que vous aviez une deuxième question? Premièrement, la question a été adressée à Mme Plante. M. Limoges, hier, vous aviez démontré que vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas de réponse à une question, je pense que c'est mieux de vous abstenir, de ne pas répondre pour donner des réponses telles quelles, des réponses bidons, si je peux me permettre, parce qu'en fait, c'est la vérité. Je vous demande une réponse à cette... Ce n'est pas une question que ça n'appartient pas à la Ville de Montréal. La police et toute la sécurité de la Ville de Montréal, ça appartient à vous. Et vous, vous faites les lois pour qu'il y ait quelque chose de bien dans cette ville. J'observe que de plus en plus, la ville, les citoyens sont divisés. Et ce n'est pas quelque chose de normal. Et on ne doit pas accepter des voyous de faire des gestes ignobles. Parce qu'un drapeau, il est regardé comme une être vivante. C'est un symbole pour un pays qui nous représente partout. On est fiers partout où on s'en va, dire qu'on est Canadien. On se bat pour le Québec, qu'il devienne un pays. Alors, vous nous démontrez que vous vous en foutez de ça? Merci, M. Inita. Bon, alors, mais merci pour votre question. Bonne journée. Vous avez eu la réponse de M. Limoges et ça va être la réponse pour aujourd'hui. Alors, merci, M. Inita. Merci. Alors, ceci termine la période des questions du public. Nous démarrons la période des questions des membres du Conseil. Alors, je donne la parole à M. le chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, il y a maintenant un peu moins de 12 jours, la mairesse, dans le style exubérant qu'on lui connaît, a annoncé la création du Grand Parc de l'Ouest. À en croire cette annonce, le Grand Parc était chose faite. Sauf que, apparemment, on est quand même assez très loin de cette réalité-là à date. La population a appris ce matin l'existence d'une mise en demeure envoyée la semaine dernière, suite à son annonce, par les promoteurs du projet du développement Cap Nature, sur une partie des terrains dont elle veut faire partie du Grand Parc.
dans la mise en demeure, il y a des accusations qui sont quand même assez graves. Il parle d'une façon d'agir unilatéralement, de modifier de facto le zonage. Il parle d'une expropriation déguisée. Il parle des agissements de la part de la mairesse de façon arbitraire. Ce sont des allégations graves qui mettent à risque les contribuables des Montréalais. C'est tout à fait la liberté de la mairesse de pouvoir agir et mettre de l'avant un projet dont elle croit. On est prêt à l'appuyer, mais comme on l'a dit hier, on n'est pas prêt à donner un chèque en blanc. Il semble donc que tout n'a pas été fait dans l'ordre dans ce dossier. Comment est-ce que l'administration, comment est-ce que la mairesse prévoit-elle s'entendre avec les promoteurs afin de minimiser les impacts pour les Montréalais? Merci. Merci, Monsieur le chef de l'opposition. Madame la mairesse, à vous la parole. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Écoutez, quand on se lance dans un projet comme celui-ci, évidemment, une mise en demeure était prévisible puisque des administrations, dont la vôtre, lorsque vous étiez au pouvoir, avaient dit à des promoteurs, « Ben oui, construisez dans des terres inondables. Coudon, les gens achèteront les maisons, ils se réveilleront les pieds dans l'eau, puis on verra. » Alors, évidemment, ces promoteurs-là se disent, « Coudon, on nous niaise-tu? » Mais au final, la décision que j'ai prise avec l'ensemble de mon parti, avec notre administration, et quand vous dites que c'est mon choix, ce n'est pas mon choix, c'est le choix des Montréalais et des Montréalaises. Je vous invite à regarder l'engouement, l'enthousiasme, la satisfaction. Les gens disent « Enfin, une administration qui se tient debout pour nous autres! » Pas juste pour des promoteurs, pour nous. Et ça, j'en suis extrêmement fière. Mais j'aimerais attirer votre attention sur un élément, Monsieur le chef de l'opposition. Si vous avez regardé un petit peu comment s'est passé les derniers mois, je pense prendre l'exemple de la ligne rose et comment je travaille. On ne fait pas des trucs sur le bout d'une table sans avoir un plan de match. La ligne rose, ça fait longtemps qu'on la travaille, et là, on a un premier tronçon. Le projet du Grand Parc de l'Ouest, on a annoncé le périmètre, et je vous invite à rester très attentifs dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, à ce qui s'en vient. Les Montréalais vont comprendre à quel point ce projet-là, on y tient et qu'on est capable de le mener à terme parce que c'est une volonté de l'ensemble des Montréalais qu'on préserve les derniers espaces verts, chose que vous n'êtes définitivement pas prêts à faire. En conclusion. Et ça, tout le monde l'a bien compris. Merci. Madame la mairesse. Monsieur le chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la mairesse, pour cette soliloquie sur la vertu. Personne n'est contre la vertu, Madame la mairesse. La question, c'est comment est-ce qu'on va de l'avant sur ce projet-là? Alors, la mise en demeure est assez claire. Elle soulève le fait qu'il y a eu des accusations très graves de votre part, comme quoi certains des promoteurs étaient reliés à la mafia, comme quoi il y a eu des discussions où M. Ferrandez avait clairement indiqué qu'il va y avoir aucune négociation à cet égard-là. Le fait qu'il semblerait, vous l'avez annoncé vous-même la semaine passée, que rien ne va aller de l'avant. Alors, c'est à votre choix, absolument. La question est, pourquoi ne pas travailler en amont, bien ficeler le projet, pour voir quelles seront les opportunités pour les Montréalais? Je le répète, personne n'est contre la vertu, personne n'est contre les espaces verts. C'est une question de comment. Madame la Présidente, comment est-ce que la mairesse ne peut-elle pas comment peut-elle affirmer qu'elle ne manque pas de jugement dans ce point-ci en annonçant un grand projet qui n'est aucunement ficelé? Merci, Monsieur le chef de l'opposition. Madame la mairesse, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je pense qu'on peut admettre qu'il y a définitivement un pattern du côté d'Ensemble Montréal. À chaque fois qu'on manque d'arguments, on sort quoi? L'épouvantail Luc Ferrandez. Mais j'aimerais vous rappeler qu'il ne fait plus partie de ce conseil. Et vous savez, le problème, c'est qu'on doit rattraper les problèmes que vous avez mis de l'avant. Et c'est clair que les Montréalais n'en voulaient pas de ce projet que vous avez soutenu, même si ça allait détruire de la biodiversité qui est si importante. Ça allait détruire des espaces verts, mais vous avez continué, vous avez persévéré. Vous dites que personne n'est contre la vertu. Ce n'est pas une question de vertu à ce moment-ci, c'est plus que ça, c'est le progrès, c'est ce qui doit être fait pour agir de façon responsable. C'est ça que les Montréalais s'attendent de nous, qu'on agisse de façon responsable. Et encore une fois, Monsieur le chef d'opposition, gardez vos oreilles grandes ouvertes.
Parce que vous allez voir, comme on l'a démontré depuis le début de notre mandat, que nous, on fait preuve de rigueur et que ce parc-là va se réaliser. Conclusion. Merci. Merci, Madame la mairesse. La parole maintenant à la leader de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Alors, Madame la Présidente, ce n'est pas un secret pour personne que la coordination des chantiers montréalais est difficile, voire désastreuse à certains endroits. Les déplacements sont laborieux pour les citoyens qui se sentent frustrés, impuissants et non écoutés par Projet Montréal. Hier, dans les révélations autour des problématiques du 3-1, on apprenait que le transfert de la ligne Info-Travaux vers le centre de service 3-1 s'avère un véritable échec. Les agents de communication sociale du réseau 3-1 ne disposent tout simplement pas des outils informatiques nécessaires pour informer adéquatement et en temps réel les Montréalais et les Montréalaises sur l'état des chantiers de la ville et les entraves sur l'île. Donc, d'un côté, on a des chantiers mal coordonnés. De l'autre côté, on n'a pas les moyens pour donner l'heure juste aux citoyens sur les chantiers qui sont en cours, sans compter les délais d'attente plus longs dont nous avons appris hier. Alors, ce n'est pas étonnant que les citoyens montréalais sont exaspérés face aux chantiers. Ils en ont eu assez, Madame la Présidente. Alors, est-ce que l'administration compte faire pour rectifier la situation, redonner la confiance aux citoyens et offrir de l'information fiable lorsqu'ils contactent Info-Travaux? Merci. Merci, Madame la leader. Madame Thuillier, à vous la parole. Oui. Merci, Madame Boisvert, pour votre question. Alors, pour la gouverne de l'ensemble de nos collègues, Info-Travaux et 3-1, c'est deux choses différentes, mais pour certains arrondissements, ça peut être ensemble, c'est-à-dire les arrondissements qui sont centralisés. Donc, les arrondissements qui sont centralisés, le 3-1 et Info-Travaux tombent au même endroit. Et Info-Travaux a intégré les équipes du 3-1, mais il y a toujours le numéro d'Info-Travaux pour les arrondissements dont le 3-1 n'est pas centralisé. Donc, il y a deux numéros de téléphone, mais ce sont les mêmes personnes qui répondent et les mêmes personnes qui sont très bien formées. Alors, c'est sûr qu'on vous l'a dit, il y a un enjeu au niveau du 3-1, au niveau des équipes. Et c'est un des dossiers que j'ai travaillé le plus fort pendant l'été parce que c'est absolument pas les résultats que nous souhaitons avoir en ce moment. Et nous sommes très conscients que c'est difficile pour les gens quand ils appellent, quand ils souhaitent avoir des réponses de la ville ou de leur arrondissement et que le temps d'attente est long. C'est un enjeu, puis je peux vous dire qu'on le prend très, très au sérieux. Ceci dit, nous souhaitons que tout le monde puisse travailler ensemble. Dans le sens où Info-Travaux, ce sont les unités qui font les travaux, qui produisent les documents et qui doivent les envoyer au bon endroit, c'est-à-dire au 3-1. Donc, les arrondissements, quand ils font des travaux, leurs fiches Info-Travaux doivent être le plus complètes possible avec tous les détails, comme par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec les déchets quand on fait les travaux. Ces fiches-là sont envoyées et les unités centrales qui font les travaux, c'est la même chose. Et donc, les agents de communication sociale, eux, ont toute l'information devant eux et donnent cette information. Merci. Donc, il faut au départ avoir la bonne information. Merci, Madame Thuillier. Merci. Madame la leader de l'opposition. Oui, merci beaucoup à ma collègue, Madame Thuillier, pour la réponse. Maintenant, factuellement, ce qu'on comprend des rapports qu'on voit, c'est que les délais d'attente ne sont pas de 100 secondes, mais les délais d'attente sont de 7 minutes et plus. Et en plus, il y a des problématiques avec les lignes qui fait que finalement, les agents de communication sociale se trouvent à répondre des appels de tous les arrondissements. Et lorsqu'ils n'ont pas la réponse, ils doivent feuilleter une vingtaine de documents pour être en mesure de trouver l'information. Alors, non seulement les citoyens doivent au départ attendre le 7 minutes, il faut en plus qu'ils attendent encore davantage pour avoir une réponse, et cette réponse-là n'est même pas en temps réel. Alors écoutez, le service de proximité, Madame la Présidente, aux citoyens subit présentement une baisse de qualité. Projet Montréal s'est empressé à rapatrier la ligne Info-Travaux pour s'assurer que les agents avaient les outils nécessaires pour bien répondre adéquatement aux citoyens. Les citoyens, de leur côté, payent des taxes pour avoir des services. Est-ce que la mairesse peut expliquer aux Montréalais pourquoi elle improvise avec les services de première ligne? Merci beaucoup. Madame Thuillier, à vous la parole. Alors, vous savez que ce soit en arrondissement ou au 3-1 centralisé, les agents de communication sociale ont exactement le même nombre de dossiers. Parce que ce ne sont pas des feuilles, ce sont des systèmes. Ils ont une bonne dizaine de systèmes à aller regarder parce que
On le sait, je n'ai pas besoin de vous parler du site Internet. Ça fait combien de temps qu'on dit qu'il faut refaire le site Internet? Nous sommes en train de le faire parce que ça n'a pas été fait dans les dernières années. Donc, on est encore avec des systèmes désuets, puis on travaille le mieux possible avec ce qui nous a été laissé. Je peux vous dire que notre administration est très proactive dans l'information et dans la gestion de l'information. Donc, ils ont le même nombre de systèmes à aller regarder. Et quand je vous disais que les fiches infotravaux doivent être complètes, c'est qu'en ouvrant la fiche infotravaux, si l'information elle est là, n'importe qui à Montréal peut donner la bonne information. Si la fiche infotravaux est incomplète, n'importe qui à Montréal ne pourra pas donner l'information, qu'il soit en arrondissement ou à la ville. C'est pour ça que l'information est très importante et que c'est quelque chose, oui, en conclusion, Madame la Présidente, sur lequel nous travaillons et nous souhaitons travailler aussi vraiment avec les arrondissements au niveau de la file commune. Il y a beaucoup d'arrondissements qui, malheureusement, ne prennent plus les appels de la file commune. Conclusion. Ça a un effet sur l'ensemble des Montréalais. Alors, Madame la Présidente, je lance un cri du cœur à tous les arrondissements pour répondre à tous les appels. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais ouvrir la période des questions des membres du Conseil à l'ensemble des membres dans 3, 2, 1. Madame Rossi, à vous la parole. Alors, merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, à la lecture du rapport de l'OCPM sur le secteur des faubourgs, on a sursauté. On y apprend en effet, dans un tout petit paragraphe, que l'arrondissement de Ville-Marie songeait à piétonniser la rue Sainte-Catherine entre Saint-Hubert et Papineau à l'année longue. Les Montréalais se déplacent l'été pour participer à la vie communautaire commerciale du quartier. Celui-ci gagne énormément. Je suis certaine que les bilans des 10 dernières années montrera que la piétonnisation l'été est un succès dont le village ne pourrait se passer. Or, un bilan positif pour la saison d'été n'est pas nécessairement gage de succès pour l'hiver. Je sais que c'est un concept un peu difficile à comprendre pour Projet Montréal. L'hiver, la neige, la glace, le déneigement, on est un petit peu compliqué, là. Alors, les gens peut-être ont moins envie de se déplacer à pied l'hiver ou voire même en vélo parce que même à pied, c'est rendu quelque chose se promener à Montréal. Alors, est-ce que la mairesse peut nous confirmer que son intention est de piétonniser à l'année la portion de la rue Sainte-Catherine dans le village? Merci, Mme Rossi, pour votre question. Monsieur Baudry, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je tiens juste à rassurer Madame Rossi qu'on a une très bonne compréhension de toutes les saisons. Mais on a surtout une très bonne compréhension du développement durable, beaucoup plus qu'à côté ici. Donc, et tous les enjeux qui touchent le développement durable. Je vais aussi rappeler à Mme Rossi, Madame la Présidente, qu'avoir une bonne compréhension d'une consultation, c'est aussi d'aborder plusieurs idées différentes. C'est aussi d'échanger plusieurs options. C'est aussi parler de tout ce qu'il y a sur la table. Mais je vous rassure, on ne prend jamais de décision comme ça, de façon unilatérale dans une consultation. On consulte les gens, on leur parle, on regarde les différentes options et nous allons évaluer toutes les options. Mais cette option-là, pour l'instant, n'est pas sur la table. Merci. Merci, M. Baudry. Mme Rossi, à vous la parole. De toute évidence, M. Baudry, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans le marché Jean Talon. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans Outremont, là. Au niveau des consultations, ça marche pas. Je ne sais pas c'est quoi consultation chez vous, là, mais allez voir les gens du marché Jean Talon, puis bon, vous allez voir c'est quoi des consultations. C'est des lieux vides. Alors, s'il vous plaît, là, si l'arrondissement de Ville-Marie a clairement l'intention de piétonniser, là, est-ce que vous allez faire des consultations bidons, vous allez faire une vraie consultation, ou est-ce que la mairesse va clairement annoncer ses couleurs puis dire qu'elle veut piétonniser? C'est très arrogant, Madame la mairesse, ce que vous faites. Vraiment, là, je trouve ça très dommage que les caméras sont plus ici, parce que c'est très arrogant, très condescendant. Madame Rossi, merci, Madame la mairesse. Alors, est-ce que la mairesse pourrait ouvrir son jeu et dire si oui ou non elle veut piétonniser Sainte-Catherine dans le village? Merci, Mme Rossi. Monsieur Baudry, à vous la parole. Madame la Présidente, je tiens à rassurer que toutes les décisions que nous prendrons seront faites en consultation. Nous ne ferons pas comme l'opposition a fait à l'époque avec la Formule E. Merci. Merci beaucoup. Alors, ceci termine la période de questions des membres du Conseil. Madame la leader.
Mon collègue Francesco Miele, nous avons demandé une prolongation de 7 minutes. Merci. Alors, nous continuons. Monsieur Rotran, à vous la parole. Merci. Madame la Présidente, depuis 2007, j'ai appuyé l'idée d'un parc de l'archipel de Montréal, un parc qui va aller de Sorel à Serrois, de la côte nord de la rivière des Prairies jusqu'aux frontières américaines. Mais en assistant aux conférences de presse de la Coalition verte pour lancer l'idée, c'était clair, ça ne pourrait pas réaliser sans l'implication des gouvernements supérieurs. Ça dépasse la capacité d'une municipalité ou une agglomération. En 2012, quand la Ville de Montréal est devenue partenaire de le parc de l'archipel de Montréal, c'était clair à l'époque, dans une conférence de presse conjointe, que ce qu'on cherche est l'implication des gouvernements supérieurs. J'aimerais savoir, étant donné l'article choquant dans la presse aujourd'hui, et j'espère que Mme Plante n'a pas dit que les développeurs sont des membres de mafia ou quelque chose comme ça, en lançant l'idée d'un parc, j'aimerais savoir quel effort a été fait pour attirer les gouvernements supérieurs. Il y a une mention que le gouvernement du Canada va investir. Est-ce que c'est vrai ou non? Si oui, à quel montant? Avant de quitter, M. Luc Ferrandez a dit au Conseil, ça va prendre un siècle avant que la Ville puisse acheter avec nos moyens tous les terrains qui sont gelés avec le contrôle intérimaire et qui effectivement, la Ville n'a pas la capacité de livrer beaucoup des espaces verts. J'aimerais que la mairesse nous dise exactement combien de l'argent d'ailleurs va venir. Merci, M. Rotran, pour votre question. M. Ouellet, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Donc, en réponse à M. Rotran, écoutez, on ne donnera pas toutes les informations aujourd'hui sur la stratégie financière et au niveau immobilier s'il y a des acquisitions à faire. Ce qu'il faut comprendre au niveau du Grand Parc de l'Ouest et au niveau du règlement 72, parce que c'est ça qu'on va faire, son avis de motion, ce conseil, ça va être adopté au prochain conseil. Mais le règlement 72 permet essentiellement de nous donner, de désigner un territoire où après ça, l'ensemble des outils sont maintenant disponibles pour faire des acquisitions, faire des ententes, faire le droit de préemption, et ça peut être à la pièce. Donc, on peut avoir des stratégies différentes à l'intérieur de ce grand territoire, mais toutes ces stratégies-là immobilières ne peuvent pas avoir lieu tant qu'on n'a pas désigné, tant qu'on n'a pas adopté le règlement 72. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui ici, le règlement 72, ça n'engage pas à racheter l'ensemble du territoire. Et de toute façon, il y a beaucoup de territoires qui ont déjà une bonne canopée, une bonne biodiversité, mais qui appartiennent à des privés ou à des institutions. Et on veut faire le plus possible des partenariats. On a déjà rencontré McGill, qui a évidemment d'immenses territoires dans l'ouest de l'île, notamment l'Arboretum Morgan. Il y a évidemment, par exemple, il y a des golfs à l'île Bizarre. Je veux dire, qui ont déjà aussi beaucoup de biodiversité, une belle canopée. Le but, ce n'est pas d'acquérir l'ensemble de ces territoires-là. Le but, c'est de désigner ça et de relier les parcs qu'on a déjà aussi. C'est un élément aussi important. On a déjà des gros parcs, mais qui ne sont pas reliés dans l'Ouest. Et le règlement 72 va nous permettre d'ouvrir l'ensemble des coffres à outils de produits immobiliers. Merci, M. Ouellet. Monsieur Rotran, votre deuxième question. Mr. Ouellet, I hope you want, I'm going to ask my supplementary in English, but you can answer in French. Look, I already voted a couple of times against proposals by Denis Coderre's administration for development in Western Pierrefonds. I'm open to the idea if it makes financial sense. Having said that, can you explain why your administration is not open to a national park on the island of Montreal? There's a national park within the limits of Toronto, Rouge River. There's a national park in Miami, Biscayne National Park. There's a national park in New York, Gateway National Recreational Area. There's one in St. Louis. There's one in San Antonio. A lot of large municipal areas have won the support of their federal governments for the major part of the investment. And that's what I suggest should be the orientation here, and that they should assume the costs of operating it. And there's no reason why they've invested in green space in Vancouver, Winnipeg, and Toronto, but not Montreal. Est-ce que vous êtes ouvert à un changement d'orientation que le fédéral soit en fait le lobby au fédéral pour qu'il y ait un parc national dans West Island de Montréal? Merci. Merci, M. Rotran. M. Ouellet. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, ça ne donne rien de vouloir dire on veut un parc national, pas un parc national, etc., tant qu'on n'a pas protégé ce qui reste à protéger.
Il faut savoir que dans la région métropolitaine, aux portes de Montréal, je veux dire, on a déjà des territoires, on a déjà des parcs nationaux, aux îles de Boucherville, c'est aux portes de Montréal. Il y a peut-être même l'île Sainte-Thérèse qui va peut-être s'agrandir. Le gouvernement du Québec est en train de faire des expropriations, en tout cas d'enlever les usages illégaux qui sont là. Le parc d'Oka. Est-ce que le fédéral voudrait faire un parc national dans l'ouest de l'île? Bien, écoutez, s'il y a une offre sur la table, on va regarder. Mais par contre, il va falloir se poser aussi différentes questions. Il y a déjà, l'ancienne CUM a déjà acquis des parcs dans l'ouest. Donc, est-ce qu'on veut redonner ça? Aussi, des parcs nationaux, des fois, c'est à double tranchant. Si on prend, par exemple, au niveau des parcs de la CEPAC, il faut absolument payer pour avoir accès au parc, même à pied. Donc, alors que là, présentement, tous les parcs l'accès est gratuit. Des fois, le stationnement est payant. Et en conclusion? La location. Donc, est-ce qu'on veut changer de statut? Écoutez, mais la première chose, c'est de toute façon, c'est de protéger ce qui est là. Merci. Merci, M. Ouellet. M. Miele? À vous la parole. Merci. Madame la Présidente, depuis des mois maintenant, on nous répète que tout va bien au marché Jean Talon, que la situation est meilleure que jamais, que les clients sont nombreux et que les marchands ont tort de se plaindre. Madame la Présidente, j'ai une lettre datée de vendredi, du 16 août dernier, et signée par Isabelle Laliberté, directrice générale de la Corporation de gestion des marchés publics de Montréal. Elle informe ses membres que le conseil d'administration de la Corporation a choisi de démissionner en bloc. Ils ont démissionné, et je cite, « par crainte à leur intégrité personnelle ». Qu'est-ce que ça veut dire, Madame la Présidente? Est-ce que ça veut dire qu'ils en ont eu assez de voir que personne de cette administration ne se lève pour les défendre? Que les élus de cette administration leur mettent constamment des bâtons dans les roues? Madame la Présidente, qu'est-ce qui se passe avec nos marchés publics? Et quand est-ce que cette administration va-t-elle prendre la situation au sérieux? Merci, M. Miele, pour votre question. M. Baudry, à vous la parole. Bien, écoutez, M. Miele, je veux juste vous rassurer, vous ne nous apprenez rien. Madame la Présidente, on a, depuis plusieurs mois, un suivi très serré avec la directrice, Mme Laliberté, que j'ai rencontrée personnellement à 2 reprises. Nos services accompagnent d'ailleurs les marchés Jean Talon parce qu'on nous a souligné des enjeux liés à la gouvernance, ce qui n'a rien à voir avec l'efficacité du marché ou avec les ventes qui sont faites au marché, mais bien des enjeux liés à la gouvernance. Donc, dès qu'on a eu ces informations-là, on a accompagné, il y a de cela, je le répète, Madame la Présidente, plusieurs mois, la Corporation dans un plan d'action qu'on leur a proposé au niveau de cette gouvernance-là, en leur demandant, et ce qu'ils ont fait aussi, d'ouvrir au niveau du conseil d'administration pour des gens d'extérieur. Parce qu'au départ, le conseil d'administration était composé uniquement de membres, ce qui amène des enjeux un peu discutables sur la gouvernance. Ensuite, nous leur avons également demandé de se faire accompagner par des experts. Aujourd'hui, effectivement, depuis vendredi, il y a une démission en bloc du conseil d'administration. On a encore parlé à Mme Laliberté. On l'accompagne toujours et on va l'accompagner d'encore plus près parce que la situation au niveau de la gouvernance nous préoccupe très largement. Je tiens à rappeler toutefois, Madame la Présidente, que notre lien avec le marché Jean Talon, c'est un lien de locataire-locataire. Donc, au niveau des enjeux légaux qu'on peut avoir avec les marchés Jean Talon, sont quand même limités, mais on ne s'est pas arrêté à ça en tant qu'administration consciencieuse et attentif aux enjeux qui sont vécus dans nos marchés qu'on aime tous et qu'on tient tous et qu'on veut tous voir développer dans nos villes. Donc, on est prêt et on va continuer à accompagner, dans ce plan d'action que nous avons mis en place, le marché Jean Talon pour la composition d'un nouveau conseil d'administration et un accompagnement beaucoup plus serré au niveau de la gouvernance. Merci. Monsieur Miele. La directrice générale avouait récemment dans les médias que son organisme ne tenait pas compte du nombre de kiosques loués chaque année au marché Jean Talon. Elle ne disposait pas non plus des revenus de l'occasion de kiosques au marché Jean Talon. C'est assez paradoxal que l'entité, la corporation même qui doit gérer la location dont vous dites que nous sommes les locataires, n'est pas capable de répondre à son taux de vacances. C'est absurde. Madame la Présidente, est-ce que le responsable du développement économique à la Ville de Montréal peut nous faire part de son plan de redressement dans la situation? Merci, M. Miele. M. Baudry.
Je vous en ai fait part brièvement, mais effectivement, l'objectif, c'est de les faire accompagner. La Ville de Montréal est prête à financer justement cet accompagnement-là des marchés Jean Talon, parce que vous avez raison, il faut qu'ils puissent avoir plus de données au niveau des vacances. C'est lié aux enjeux de gouvernance aussi, c'est lié aux enjeux que vive le marché Jean Talon actuellement, et la performance économique de ce marché-là, effectivement, va se reconnaître par ces taux de vacances-là. Donc, Madame la Présidente, comme j'ai dit, notre accompagnement va se faire au niveau de la composition du conseil d'administration. On va rester très solidaire avec le marché Jean Talon comme on l'a toujours été, la Corporation des marchés publics, pardon, et également au niveau de l'accompagnement de la corporation pour un meilleur suivi et éventuellement développer une entente beaucoup plus serrée qu'un simple bail de locataire-locataire. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. Baudry. Alors, ceci termine la période de questions des membres du Conseil. Nous allons revenir à notre ordre du jour et donc je demanderai qu'on change la liste des noms pour celles qui étaient présentes hier soir. Donc, il y avait 4 personnes. Nous étions au point 20.46. Excusez-moi. Nous étions au point 20.46. Ben oui, c'est ça. À 48. Et donc, il y avait Mme Boivin-Roy, M. Rotran, Mme Montgomery, M. Parizeau. Monsieur le leader, oui. Madame la Présidente, avec l'accord du Conseil, parce que je suis conscient qu'il y a un débat en cours, et nous avions une entente avec l'opposition officielle pour qu'à 10h30, après les 2 périodes de questions, nous passions immédiatement aux items 65, 04 et 05. Alors, si les collègues acquiescent, nous passerions les 2 motions pour M. McEachin et Mme Kovalyuk, et nous reviendrons à nos débats ensuite. Très bien. Alors, est-ce que vous voulez les lire, Monsieur le leader? C'est l'opposition. Ah, c'est vos motions, excusez-nous, c'est vrai. Alors, Madame la leader de l'opposition, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, effectivement, nous avons une entente et nous procéderons sur les 6504 et 6505. Alors, pour ce qui est de la 6504, bien sûr, vous avez pris connaissance de cette motion pour honorer M. Laurent McEachin, qui a été une figure de proue de la communauté LGBT+, pendant des décennies, et pour cause. Le message qu'il laisse en héritage aux Montréalais et aux Montréalaises en est un de tolérance, de dignité, d'égalité et de justice sociale. Au-delà d'être un homme d'idées, M. McEachin était un homme d'action. Alors, permettez-moi de vous résumer, bien qu'il va être difficile de le faire, la biographie de M. McEachin sous 4 grandes thématiques. La première étant son engagement communautaire et politique, la deuxième étant Gay Écoute, la troisième étant la Fondation Émergence et enfin la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Alors, pour ce qui est de l'engagement communautaire et politique de M. McEachin, oui, merci. Au début des années 70, M. McEachin s'engage dans le militantisme en vivant publiquement son orientation homosexuelle. Il participe aux premières marches dans les rues de Montréal, affrontant alors, à une époque, une atmosphère qui était à la fois hostile et réprobateur. Il est alors témoin et également acteur dans l'évolution des droits des gays et lesbiennes. Il est de tous les combats et sur toutes les tribunes. Le tout avec intelligence, humilité et humanité, comme l'a si bien dit d'ailleurs notre ancien collègue Réal Ménard, ami de Laurent McEachin, qui l'a qualifié de frère d'âme. Je me permets d'ailleurs de citer M. Ménard, qui nous a dit récemment, suite à la nouvelle, M. Ménard nous a dit « Laurent était à la fois capable d'être stratège, crédible dans ses interventions auprès des gouvernements, et il était capable de passer très habilement et efficacement un message quand il était au micro. Il était très apprécié et reconnu par l'ensemble des partis politiques et des pouvoirs publics. Et c'est comme ça qu'on a enfilé une série de victoires sur une quinzaine d'années, que ce soit des modifications à la loi canadienne des droits de la personne jusqu'à l'adoption de la loi sur la reconnaissance des unions de fait ou encore l'adoption de la politique québécoise de lutte contre l'homophobie. Alors, pas mal de gens dans la salle connaissent M. Ménard et son ardeur et son dynamisme. Alors, j'imagine que les 2 acolytes ensemble, ça devait être quelque chose à voir. M. McEachin intervient devant plusieurs commissions parlementaires. Il présente des mémoires à la commission parlementaire sur les institutions à l'Assemblée nationale du Québec, devant le comité permanent de la justice de la Chambre de communes du Canada,
devant la Commission des droits et libertés de la personne et de la jeunesse et devant la Régie régionale de la santé et des services sociaux. Entre autres, M. McEachin a initié la mise sur pied de la Coalition québécoise pour la reconnaissance des conjoints et conjointes de même sexe, et il sera porte-parole de la campagne menant à l'adoption de la loi 32 sur la reconnaissance des unions de fait, entrée en vigueur le 16 juin 1999. M. McEachin a aussi milité dans le cadre de la lutte contre les préjugés entretenus à l'égard du sida et du VIH. Il obtient en 1998 de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux que l'orientation sexuelle soit inscrite dans la stratégie québécoise d'action face au suicide, le tout intitulé « S'entraider pour la vie ». Il propose et obtient du même ministère de financer une recherche sur le suicide des jeunes gays. Les professeurs impliqués, invités à se pencher sur la question de la relation entre l'homosexualité et le suicide, dans cet exercice, vont publier en 2000 un rapport intitulé « Mort ou FIF ». Initiateur et coordonnateur d'un important groupe de réflexion sur la prévention du suicide chez les personnes homosexuelles, il en résultera le rapport intitulé « L'urgence d'agir », publié en 2004 par Gay Écoute. Pour conclure sur cette première thématique, mentionnons que M. McEachin a aussi été l'initiateur de l'idée d'une politique québécoise de lutte contre l'homophobie. Il sera, du début à la fin du processus, porte-parole, interlocuteur et conseiller jusqu'à l'adoption de la dite politique en décembre 2009. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième thématique, Gay Écoute. Gay Écoute, le service d'aide, d'écoute téléphonique et de renseignement des gays et lesbiennes du Québec, a été mis sur pied en 1980 par un petit groupe de bénévoles. En 1982, M. McEachin en devient le président, et ce, jusqu'en 2004. L'organisme est incorporé, il obtient d'importantes sources de financement et prend un essor important. Les services, d'abord offerts quelques heures par soir, par jour dans la région de Montréal, deviendront des services gratuits partout au Québec, 365 jours par année. Pour les gens en détresse à ce moment-là et pour toute autre personne, c'était bien sûr un appui et un réconfort incommensurables. L'organisme offre aussi à ce moment-là à Gayline l'infrastructure de Gay Écoute de manière à rejoindre les communautés anglophones. Sous la présidence de M. McEachin, Gay Écoute a connu une propension remarquée grâce à de nombreuses réalisations. Je vous en cite deux. Il y a bien sûr les premières campagnes publiques de sensibilisation, où il est question d'orientation homosexuelle, dont certaines dans les autobus, et également, après une longue bataille, l'inscription de Gay Écoute dans les bottins des étudiants des écoles secondaires et dans les pages consacrées à l'aide morale dans les annuaires téléphoniques du Québec. M. McEachin, je peux vous en nommer une troisième, ça me brûle de vous le dire, également a convaincu des personnalités publiques de devenir porte-parole de Gay Écoute. On pense au comédien Yves Jacques, qui d'ailleurs était au défilé de dimanche et avait avec lui une pancarte pour honorer la mémoire de M. McEachin, l'auteur Michel-Marc Bouchard, les animateurs Daniel Pinard et Danny Turcotte, l'acteur et metteur en scène René Richard-Cyr, l'animatrice Monique Giroux, etc. Pour ce qui est de la troisième thématique, la Fondation Émergence, en l'an 2000, en vue de passer de l'égalité juridique à l'égalité sociale, M. McEachin met sur pied la Fondation Émergence, lui donnant la mission éducative de faire la lutte aux préjugés et à l'homophobie. La Fondation élabore des campagnes annuelles de lutte contre l'homophobie. Elle a mené d'ailleurs des campagnes d'appui au mariage civil, fait la promotion de la politique québécoise de lutte contre l'homophobie et s'intéresse à la condition des aînés et de l'homophobie auprès des communautés culturelles. Pour ce qui est de la quatrième thématique, donc la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, à partir de la Fondation Émergence, M. McEachin met sur pied, en 2003, la Journée nationale de lutte contre l'homophobie. Cette idée se répand rapidement à l'extérieur du Québec, d'abord en Belgique, ensuite en France. Le 17 mai devient alors la Journée internationale contre l'homophobie, à laquelle va venir se greffer la transphobie en 2014.
Laurent McKitchen est le créateur des campagnes annuelles de sensibilisation menées de 2003 à 2013, dont plusieurs ont eu des retombées internationales. Vous avez pu d'ailleurs en prendre connaissance. En 2015, il crée à l'intérieur de la Fondation du Grand Montréal le Fonds Diversité sexuelle qui porte son nom. Ce fonds a pour objectif d'offrir un moyen structurant et à long terme de contribution au bien-être des communautés gays, lesbiennes, bisexuelles et transidentitaires. Le fonds s'adresse à l'ensemble des personnes et institutions désireuses de soutenir les communautés LGBT. Si vous n'êtes pas encore essoufflé par les réalisations de Laurent McKitchen, je vous invite à prendre connaissance de sa biographie sur le site de la Fondation Émergence. Et également, je vous fais part de quelques-unes de ses engagements périphériques, comme entre autres, depuis 2012, il était président et trésorier de l'Association des Amis du Parc Médéric-Martin. Également, depuis 2014, il était membre du conseil d'administration de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Maintenant, sur une note un peu plus personnelle, en tant qu'ancienne conseillère désignée de l'arrondissement Ville-Marie dans le mandat précédent, j'ai eu l'honneur et le privilège de rencontrer M. McKitchen à un certain nombre d'occasions lors de nos représentations sur le terrain. Et je me sens aujourd'hui très privilégiée en cette journée de ma fête, comme vous le savez, d'avoir le privilège de présenter cette motion aujourd'hui et d'avoir le désir d'honorer ce grand Montréalais. Je pense que le moment est pertinent de le faire également. Je me permets de dire que j'espère que M. McKitchen lui-même aurait un petit sourire de savoir que cette motion est présentée aujourd'hui à l'intérieur d'un conseil où on a eu le dossier 7.04, où on a constaté avec le rapport du Conseil des Montréalaises et la rédaction épicène qu'on a une sensibilité au niveau de la Ville de Montréal dans nos communications pour prendre en compte les personnes non-binaires et trans. Également le dossier 15.01, avec la déclaration qui a été adoptée unanimement par le Conseil, visant à demander l'interdiction des thérapies de conversion. Et enfin, le dossier 2024, où nous avons accordé un soutien financier de 205 000 à l'organisme Fierté Montréal pour la tenue, bien sûr, des événements du Festival Fierté, dont certains d'entre nous ont participé au défilé en fin de semaine. Alors, écoutez, je vais inviter ma collègue Émilie Tullier, avec qui ça a été un plaisir de discuter et d'échanger sur cette motion, vous partager les modifications au niveau des résolus de la motion, puisque je présume que vous l'avez tous lu par engouement de connaître davantage M. McKitchen. Je salue également la présence, pas trop loin, à l'extérieur du Conseil, de M. Pierre Sheridan, qui était le conjoint et marié de M. McKitchen depuis 1972. Alors, M. Sheridan, nous sommes avec vous et bien sûr, nous comprenons que vous avez été un allié de tous les jours et que vous avez été en présence de M. McKitchen pour l'aider et lui donner le souffle de continuer dans toutes ses batailles. Alors, je profite également de l'occasion pour vous remercier aussi de votre contribution. Et enfin, pour ce qui est de notre motion, nous allons ajouter notre chef, M. Lionel Pérez, comme appuyeur à la motion. Et nous remercions bien sûr tous les invités qui sont présents en dehors de la salle de conseil, qui nous écoutent présentement, de leur présence aujourd'hui et de leur soutien. Merci. Merci beaucoup, Madame la leader de l'opposition. Madame Thuillier, à vous la parole. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, vous m'excuserez. Vous me permettez... Le micro de Madame Thuillier. Ça fonctionne? Non. Ça s'en vient. Oui, allez-y. C'est bon? Alors, vous m'excuserez de faire une petite pause procédurale dans cet honneur. Alors, j'aimerais qu'on vienne chercher des copies ici, s'il vous plaît. Donc, comme le disait Mme Boisvert-Roy, nous avons travaillé la motion ensemble. Alors, ce ne sont pas de grandes modifications, ce sont seulement des modifications dans
la procédure de toponymie. Vous savez que la Commission de toponymie du Québec encadre la façon dont nous pouvons honorer les personnes décédées. Et la motion faisait également référence à l'Ordre de Montréal. D'ailleurs, M. McCutcheon faisait partie du Conseil de l'Ordre de Montréal. Alors, il connaissait très bien la procédure et comment ça fonctionnait. Alors, à Montréal, nous avons ces deux façons d'honorer des gens extraordinaires, comme l'était M. McCutcheon. Nous honorons les personnes vivantes avec l'Ordre de Montréal et les personnes décédées avec la toponymie. Alors, c'est pour cela que nous avons enlevé dans les résolus l'Ordre de Montréal. Ceci dit, nous l'avons ramené dans les attendus puisque justement M. McCutcheon faisait partie de du Conseil de l'Ordre de Montréal et nous tenons à remercier son engagement. Et ensuite, ce que vous voyez dans le deuxième résolu, en fait, c'est la première étape pour faire en sorte que nous puissions nommer un lieu, une place, une rue en l'honneur de M. McCutcheon, c'est d'inclure son nom dans la banque prévisionnelle de toponymie de la Ville de Montréal. Ce qui est écrit, en fait, dans le deuxième résolu, donc, suite à cette motion, la Ville de Montréal s'engagerait à inclure son nom dans la banque et, comme nous en avons discuté ce matin, de faire en sorte qu'un an après son décès, les démarches puissent être enclenchées pour faire une telle nomination. Alors, vous voyez que c'est une motion tout à fait consensuelle. Nous venons seulement préciser certaines choses. Et sur le fond du dossier, je vais laisser mes collègues parler. Donc, je pense que, Madame la Présidente, les amendements sont consensuels et sont acceptés. Donc, s'il n'y a pas d'autres problèmes, nous pourrions discuter de la motion amendée. Alors, c'est appuyé par Mme Boisvert-Roy. Parfait. Alors, nous allons utiliser la version amendée pour les futures prises de parole. Madame la mairesse, à vous la parole. Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à remercier ma collègue, Mme Karine Boisvert-Roy, ainsi qu'Ensemble Montréal pour cette motion. Parce que, oui, M. McCutcheon est vraiment un homme qui a marqué les esprits, qui a fait beaucoup pour la communauté LGBTQ+, au fil des années. Et comme Mme Boisvert-Roy nous l'a bien montré en parlant de sa feuille de route, elle est impressionnante, cette feuille de route. C'est vraiment un homme qui n'a jamais lâché, qui a dédié une partie de sa vie à vraiment mettre de l'avant l'importance d'être respectueux, d'avoir des droits, les mêmes droits, peu importe qui on est, peu importe notre orientation sexuelle ou notre orientation de genre. Alors, bien sûr, je suis très heureuse d'appuyer et j'aimerais beaucoup pouvoir appuyer, en fait, de l'appuyer comme ça, mais de pouvoir l'appuyer dans la motion, ça me ferait plaisir d'y ajouter. S'il vous plaît, ajoutez mon nom, c'est ça que je veux dire. et peut-être en terminant, j'aimerais dire à quel point M. McCutcheon, j'ai eu la chance, comme conseillère de ville dans le district de Sainte-Marie, j'ai eu la chance de le connaître, oui, comme grand militant, mais également comme citoyen qui, en plus de tout ce qu'il faisait, et malgré la maladie, dans les derniers mois de sa vie, s'est beaucoup impliqué dans sa communauté locale. M. McCutcheon, et je pourrais dire son conjoint également, soutenait la cause du parc Médéric Martin. Voyons, j'avais comme un blanc. Merci, Karine. Un très, très beau parc dans le centre-sud, dans le quartier Sainte-Marie, mais que les habitants autour ont beaucoup milité pour le verdir, le rendre plus agréable, le redonner à la communauté. Et donc, j'ai eu de très beaux échanges avec lui, parfois des échanges forts, parce que c'est un homme d'idées qui lâchait pas prise, mais c'est justement pour ces qualités-là qu'on sait qu'il a fait avancer des grandes questions au niveau des droits des communautés LGBTQ+. Alors, voilà, un plaisir de soutenir cette motion. J'ai eu le plaisir de le mentionner également lors de la fierté dimanche à l'ensemble de la communauté en disant, évidemment, on va suivre les règles, puis c'est un peu ce qu'on a réglé ce matin, les détails, mais au final, ce que l'on souhaite, c'est un emplacement, un lieu, une façon d'honorer la mémoire de ce grand Montréalais qui a beaucoup contribué à l'avancement des droits des communautés LGBTQ+, ici à Montréal, mais également au Québec, au Canada et même à travers le monde. Donc, merci beaucoup d'ajouter mon nom, s'il vous plaît, Madame Boisvert-Roy. Merci. Merci beaucoup, Madame la mairesse.
La parole à Madame Goulet. Merci, Madame la Présidente. Alors, comme responsable des dossiers LGBTQ+, au comité exécutif, j'aimerais également, au nom de notre administration, rendre hommage à M. Laurent McCutcheon, qui fut, durant 32 ans, le président de Gay Écoute et le fondateur de la Fondation Émergence. On sait moins qu'il a eu une très longue carrière dans la haute fonction publique de l'État québécois auprès de plusieurs organisations, en mettant, entre autres, sur pied les services de garde à l'enfance au Québec, tout en étant, en même temps, l'un des plus grands militants des droits de la personne au Québec et au Canada. Il fut l'un des premiers à vivre publiquement son orientation sexuelle. Il a démarré la concertation politique des acteurs autour de cet enjeu. Il a créé la Fondation Émergence, qui a mis sur pied la Journée nationale contre l'homophobie, qui est ensuite devenue la Journée internationale contre l'homophobie et maintenant la transphobie. Il s'est aussi engagé dans la lutte menant à la reconnaissance des conjoints de même sexe et à l'union civile au Québec. Son legs est immense. Quelques exemples sur Gay Écoute. On doit à l'organisme la toute première campagne publique de sensibilisation au Québec où il est question d'orientation homosexuelle. Quand on se souvient de ces années, revient aussi en mémoire le contexte social de l'époque où sévissait la terrible épidémie du sida qui frappait de plein fouet la communauté LGBTQ+. Gay Écoute a aussi mené une longue bataille pour faire inscrire le numéro de la ligne téléphonique dans le bottin des écoles secondaires du Québec. Imaginons cela. On peut donc affirmer sans réserve que Gay Écoute a littéralement sauvé la vie de milliers de jeunes aux prises avec les préjugés en lien avec leur orientation sexuelle. J'ai été une militante féministe pendant 20 ans. J'ai mené avec mes consoeurs la bataille de l'équité salariale au Québec. Et je peux vous dire, avec beaucoup d'émotion, que M. McCutcheon a inspiré toute une génération de militants et de militantes comme moi. C'est un des tout premiers qui a été présent dans les émissions d'affaires publiques et sur la scène politique pour défendre ouvertement et publiquement les droits de la personne au Québec. Quand nous le voyons à l'époque à la télévision ou devant les commissions parlementaires, calme et articulé, nous avons appris ce qu'était la défense collective des droits et ce qu'elle pouvait permettre de réaliser. Nous avons appris qu'il fallait beaucoup de détermination, de patience, de rigueur et de courage pour mener des batailles qui sont souvent de longue haleine avant d'atteindre leur but. Alors, au nom de toute notre administration et en remerciement pour l'incroyable étendue de ses actions pour le bien-être des communautés LGBTQ+, je transmets nos plus chaleureuses sympathies à son conjoint, M. Pierre Sheridan, et à ses proches et amis, et vous recommande l'adoption de la motion telle qu'amendée. Merci. Merci beaucoup, Mme Goulet. Et la parole à Mme la leader de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci à mes collègues, Madame Tullier, Madame la mairesse, également Madame Goulet. Alors, évidemment, nous faisons tous ensemble un front commun et un consensus sur notre enthousiasme et notre reconnaissance face à toutes les réalisations de M. McCutcheon et l'homme qu'il était également. Et bien sûr, dans cette foulée, nous, l'opposition officielle, proposons à l'administration notre collaboration dans le comité de sélection pour ce qui est du lieu qui sera retenu pour M. McCutcheon. Sachez que vous avez en nous des collaborateurs dans ce dossier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la leader de l'opposition. Alors, cette motion telle qu'amendée est adoptée. Et nous allons passer à la prochaine. Madame la leader. Monsieur de Souza, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Je vise à adresser sur la question de résolution pour honorer Mme Lucia Kowalik. Madame la Présidente, Mme Kowalik a décédé le 1er février 2019, mais elle a consacré sa vie à des causes sociales, environnementales et culturelles et faisant un effort particulier pour les personnes les plus vulnérables dans notre société. Donc, quand je prends connaissance de son cheminement, je suis
encore étonné, ébloui par l'impact qu'elle a eu sur notre communauté. Elle était fort impliquée pour plusieurs décennies avec l'école de social work à l'Université McGill comme instructrice, comme mentor, comme superviseur de plusieurs, des centaines et des centaines des étudiants qui ont travaillé dans ce domaine-là. Elle était impliquée pour la création du Milton Park Citizens Committee, qui était basé sur un effort pour protéger Milton Park comme organisatrice dans les années 1970, organisant des résidents dans les comités, puis créer des connectivités auprès des voisins, avec le comité pour la rue Jeanne-Mance. Elle était membre du conseil d'administration de 90 jusqu'à son décès. Et elle a aussi été très active pour protéger l'espace vert dans ce coin suite à la démolition de l'avenue du Pin, l'avenue du Parc. Elle a aussi été impliquée dans Milton Park Housing Cooperatives, donc comme recherchiste, comme membre organisatrice, comme membre du conseil d'administration et au fil des ans, je pense que c'est peut-être sa plus grande legs parce qu'elle était capable de protéger un des plus grands parcs coopératifs au Canada et elle était l'instigatrice qui a mobilisé du monde pour ça. Elle était cofondatrice du McGill Urban Ecology Center, centre d'écologie urbain de Montréal, excuse-moi. Et au fil des ans, elle a touché beaucoup de projets, des projets qui ont des toits verts, des projets pour donner des cours et des visites guidées pour le secteur. Elle a participé dans le processus budgétaire participatif au plateau Mont-Royal. Elle a collaboré avec les universités McGill et l'Université du Québec à Montréal. Elle était impliquée dans le plan de développement durable du secteur. Elle a obtenu des fonds pour financer ses activités par tous les niveaux gouvernementaux, soit au niveau du Canada ou à la Ville de Montréal. Et en conséquence, elle était très impliquée comme une membre de la CCU pour la plateau Mont-Royal. Son implication n'a pas été limitée dans ça. Elle était membre et partie prenante de Strathern Intercultural Center, impliquée aussi l'Église unie de Saint James quand ils ont ouvert leurs portes pour les personnes qui étaient des itinérants. Elle a travaillé pour être capable d'avoir des lieux où les gens pourraient participer, pourraient trouver un lieu et trouver un lieu sécuritaire pour eux. Au-delà de ça, elle était impliquée dans d'autres organisations pour protéger Montréal, Héritage Montréal, le Conseil communautaire de Notre-Dame-de-Grâce, elle était impliquée pour le Fonds foncier de Benny-Femme, Passage Montréal, Chambre Claire et j'en passe. Madame Kowaluk a mis en place des services en plusieurs domaines, mais elle a aussi joué dans le domaine d'architecture et dans le domaine urbanisme, un rôle dans la préservation de l'îlot d'Overdale dans les années 80, plus récemment dans la préservation du jardin Notman et l'ensemble patrimonial d'Hôtel-Dieu. Le décès de Mme Kowaluk a eu lieu à des manifestations, des reconnaissances de la part de divers milieux, tant politiques et médiatiques que coopératifs et communautaires. Et je vous avoue que ces efforts ont été reconnus par plusieurs prix, dont l'Ordre du Canada, l'Ordre national du Québec et le prix Thérèse Davio à la Ville de Montréal. Je dois souligner que Mme Kowaluk, pour autant qu'elle était bien accompagnée par beaucoup de gens dans la communauté, mais a été appuyée par son partenaire, M. Dimitri Rossopoulos, qui et c'est son partenaire à âme. Et puis je pense que comme on voit que les deux, dans leur façon propre, ont fait laisser leur marque à Montréal. Mme Kowaluk dans le domaine que j'avais cité tantôt, M. Rousseau-Plus dans le même domaine et aussi dans les autres domaines de démocratie à Montréal. Personnellement, j'ai eu l'occasion de travailler avec Mme Kowaluk au fil des ans dans le plan de protection de milieux naturels, pour les plans de matière de traitement de nos matières organiques, pour le plan de matières résiduelles, pour les plans de développement durable
en 2009 et de 2010 en 2015. Donc, Mme Kowalik était fort impliquée. Elle n'était pas uniquement une personne qui était impliquée, elle talonnait. It was not just a question of being able to work together. She held our feet to the fire. She made sure that we got things done, either locally in the plateau, but also here at City Hall. And I must thank her for it. I want to thank her for that, and that's why I'm bringing forth this motion. Ça, c'est la raison pourquoi on amène cette résolution, pour que le Conseil peut reconnaître sa contribution. Et puis, je pense qu'on est très... elle a fait une contribution inestimable en tant que Montréalaise pour lutter pour la justice sociale. Mais en même temps, on avait proposé pour nommer Mme Kowalik comme membre de l'Ordre de Montréal à titre posthume. Mme Tully a mentionné dans le contexte de M. McCutcheon que peut-être, ça c'est pour reconnaître les personnes qui sont vivantes, mais en lisant les règles, il semble qu'il n'y a rien qui empêche l'administration de considérer, rien dans les critères qui nous empêche de considérer sur une base posthume. Et donner la qualité des deux candidatures que nous avons eues, soit M. McCutcheon et Mme Kowalik, j'invite l'administration aussi de voir par quel moyen ils pourraient être reconnus comme des membres de l'Ordre de Montréal sur une base posthume. Et en même temps, je suis très content d'entendre que, comme partie de Toponimel, que le nom de Mme Kowalik est déjà inscrit dans ça. On offre notre collaboration à l'administration pour identifier un lieu approprié, pour qu'une fois que la période de temps d'1 an est écoulée, on pourrait trouver un lieu avec la collaboration de M. Routsopoulos et les autres membres de la famille, la collaboration de la communauté de Milton Park et les gens qui l'entourent et de tous les membres du Conseil, on peut trouver un lieu qui lui rendra honneur. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. de Souza. La parole à Mme Thuillier. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, vous me permettrez, comme tout à l'heure, de faire une petite pause procédurale dans cette série d'hommages. Alors, j'ai ici une version. Voilà. Alors, tel que répondu, en fait, déjà ce matin, en période de questions des citoyens et discuté dans la motion précédente, effectivement, l'Ordre de Montréal, il y a vraiment des critères, puis il y a des critères qui sont plus exhaustifs, qui sont peut-être pas forcément sur le site Internet, mais des critères qui, en fait, même ont été choisis par l'ancienne administration, mais auxquels nous adhérons. Et donc, l'Ordre de Montréal est vraiment destiné à honorer des personnes de leur vivant. Et nous pensons que c'est vraiment pertinent et intéressant d'avoir cette façon d'honorer les personnes vivantes et de réserver la toponymie pour les personnes qui sont décédées. Donc, dans le cas de Mme Kowalik, alors tel que je le disais tout à l'heure, ce sont mes collègues qui feront un vibrant hommage à cette dame que j'ai, moi, personnellement aussi, bien connue. Alors, la Ville de Montréal a été proactive depuis son décès au mois de février 2019. Son nom a déjà été inclus à la Banque prévisionnelle de toponymie, notamment avec l'initiative Toponimel. Alors, c'est ce qui est écrit dans la motion modifiée, là, c'est vraiment de faire remonter le fait que son nom est déjà dans la toponymie. Et donc, le résolu serait de continuer à souligner la contribution de Mme Kowalik, puisqu'elle a déjà reçu des prix, notamment le prix Thérèse Davio, qui est remis par la Ville de Montréal, et que les démarches pourront s'enclencher pour faire en sorte que nous puissions trouver un lieu, un endroit, comme je le disais, là, ça peut être, c'est pas forcément une rue, ça peut être plusieurs types d'objets qui soient nommés sur une personne. Et donc, je vais laisser par la suite à mon collègue la parole pour voir comment ce processus pourra être fait. Mais évidemment, il est toujours fait, comme je disais, avec la famille et dans le cas de Mme Kowalik, avec la communauté aussi. Et c'est ce que nous nous engageons à faire avec cette motion modifiée, mais qui respecte là, exactement ce qui avait déjà été écrit par l'opposition officielle. Alors, je vous soumets humblement cette proposition. Alors, je suis appuyée, de mon collègue François Limoges. Merci beaucoup, Mme Thuillier.
Et donc, la parole à Mme Fumagalli. Merci. Ah oui, excusez-moi, Mme Fumagalli. Donc, il y a consentement pour l'amendement. Parfait. Alors, sur la version modifiée, amendée de la motion, Mme Fumagalli. Oui, eh bien, je l'accueille. Je pense qu'il est important de souligner Lucia Kowaluk. On l'a fait lors de son décès ici même, mais je pense que j'appuie évidemment cette motion, j'appuie la modification, l'amendement à la motion. Je voulais juste parler un peu à titre personnel. Lucia est une femme simple, humble, mais comme on dit en anglais, a force to be reckoned with, américaine de naissance. Au fait, qui l'aurait cru? On ne peut pas imaginer Montréal et la communauté de Milton Park sans Lucia. Lucia est partout dans Milton Park, pour ceux et celles qui la connaissent et qui connaissent bien le quartier. On ne peut plus marcher là sans penser à elle et à la voir un peu partout. Et je me souviens de la première fois que je l'ai rencontrée. C'était lors du Sommet citoyen de Montréal en juin 2009. Et au fait, elle ne nous a pas parlé à ce moment-là de Milton Park, elle nous avait plutôt parlé de Benny Farm. Donc, c'est pour montrer à quel point que Lucia, elle est vraiment partout à Montréal, Héritage Montréal. Elle s'est impliquée dans tellement de projets qu'on ne peut pas... c'est difficile aujourd'hui pour nous de vivre avec son absence, mais ses legs sont tellement importants qu'ils dépassent cette femme qui est vraiment exceptionnelle. Et donc, je me joins aux autres pour appuyer cette motion. Merci. Merci beaucoup, Mme Fumagalli. La parole à M. Rotran. I knew Lucia on and off for over 30 years. We first really began to work together in 1990 when a number of forces in the city of Montreal cobbled together a new municipal party that was a bit unusual. It was called Coalition Démocratique Montréal Écologique. She was with the Montréal Écologique part. I was with the Coalition Démocratique. We put together elements of the former Rassemblement des Citoyens de Montréal, sort of a group of decentralizers who believed in something called boroughs and giving boroughs power. On the other side, there were people who hadn't started using the word green yet, but were clearly green, and were grappling with the way to introduce green ideas to the citizens of Montreal. Well, the new party didn't do well electorally. We only won 3 seats, including mine. But some of those ideas have become the bedrock, actually, of much of what the City of Montreal does. It was taken up by others. The Doré administration took some of the ideas. Even the Bourque administration put some of the ideas into effect. The Tremblay administration ran with some of the ideas. Many of the things we consider normal, from valorization of organic waste to improving public transit to having local decision makings in our arrondissements. All this comes from some of the ideas in the program in 1990. And Lucia was a large part of putting that program together. But that's not why I think she deserves to be honored. She is honored for a lifetime of work in housing and assuring a stock of quality housing at an affordable price for Montrealers. And she didn't stop after Milton Park. I'm glad Juliana Fumagalli mentioned Benny Farm, because many of us worked with her at the end of the 2000s to assure that Benny Farm would end up meeting the needs of a community rather than being a high-end development, because there was a plan on the agenda at a certain time to redevelop Benny Farm as basically luxury condo. Now, that didn't happen. Lucia was part of that struggle. For me, her signal accomplishments, many may not agree, but for me, was the fact that Lucia and her husband, Dimitri Rossopoulos, were key in convincing Mayor Gerald Tremblay to hold a citizens' summit in 2002 after the acrimonious debate and election on forced fusions in Montreal. They wanted to see dialogue, they wanted to see citizen engagement and working together on things that would be, that everybody could agree would be for the common good, and to get over the hurt from the forced fusions. During that time, they were the people who really basically put together much of the work of the Chantier on Democracy.
And their proposal for a charte montréalaise des droits et responsabilités was unanimously adopted by the chantier, was sent to City Council, endorsed by City Council, and then took 2 or 3 or 4 years of work. Some very well-known names, including Warren Allman, worked on putting that charter to the city, and this council adopted it in 2005, and then was obliged 4 years later by Article 16 to re-adopt it. All that time, both Dimitri and Lucia were prime spokesmen for the Charter of Montreal. And that charter, in many ways, epitomizes our joint values. I know we fight a lot in this council, but we do share a lot of values in common anyways. And those values distinguish Montreal from the rest of Quebec, particularly our welcoming of persons of all origins, races, from no matter where they come in the world. The idea of tolerance, cooperation, and opportunity is a fundamental Montreal value, and that's in our charter. So I think her role beyond housing has to be recognized, and I congratulate the mover of this motion, and I congratulate the administration for working together to get a text that will assure that the honors that she merits will happen a year or two from now. Merci. Merci beaucoup, M. Rotran. La parole à M. Norris. Merci, Madame la Présidente. Alors, à mon tour, je vais brièvement rendre hommage à Lucia Kowalek. J'ai eu le plaisir de travailler avec elle pendant les dernières années de sa vie, lorsqu'elle demeurait militante citoyenne active dans plusieurs causes, toujours d'actualité dans le quartier. Je l'ai connue bien avant ça, quand elle était aussi candidate dans le district de Jeanne-Mance pour Écologie Montréal à l'époque. Je me souviens d'être allé lui parler de son implication politique, ses idées pour la ville de Montréal. Lucia Kowalek was really a forerunner in Montreal. She was ahead of her time. She was one of those lonely voices who years ago said we need to take space away from the automobile and give it back to pedestrians, to give it to cyclists, make our street corners safer. We need to rethink the way our city is organized. We need a lot more greenery. We need a lot more public space. We need social housing. We need a different model of economic development in our neighborhoods. We need more democracy. She stood up to the authoritarianism of Mayor Drapeau. She was always associated with the progressive current in municipal affairs, at least in her philosophy, if not always in the alliances she's formed. But Lucia was a very interesting person in that she not only talked about getting things done, she actually got them done. She mobilized people, and she achieved enormous victories for grassroots social and political movements. The creation of the largest concentration of housing cooperatives in North America is in large part due to her political activism. You could the Pine Park interchange is another cause where she mobilized people and brought about real change on the ground. So it's that change on the ground, that real continuing change on the ground, the Notman Garden, the saving of the Notman Garden, another cause where she was involved. That continuing change on the ground that Lucia helped bring about. Rather than the documents and the charters and the declarations, I agree, are also important, but it's the real change on the ground that she brought about that I would like to pay tribute to today here in City Council. So with great enthusiasm, I add my voice to the other councillors who've spoken in favor of the adoption of the amended version of the resolution before us. Thank you. Merci beaucoup, M. Norris. Alors, cette motion est adoptée telle qu'amendée. Merci.